Comment tu fais ça, incarner une identité volée? T'inventes un peu une vie à la personne. Tu sais, tu te mets comme dans un personnage. J'étais l'actrice. Est-ce que ça avait un nom, ce que tu faisais? Bien, dans le fond, nous, on appelait ça une striker. Un striker, c'est quelqu'un qui va rentrer puis qui va se brûler le visage. T'as été striker pour plusieurs... Personne, ouais. Partout au Canada. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Non. T'étais-tu bonne, toi? Oui. Trop bonne. Est-ce que tu serais capable d'estimer combien d'identités t'as volé? Honnêtement, non. Je pourrais pas te dire. C'était au-dessus de la centaine. Comme beaucoup de gens, je me suis fait voler mon identité. Des fraudeurs ont ouvert des comptes de banque en mon nom. Ils savaient tout sur moi, alors j'ai voulu en savoir plus sur eux. L'artiste Nadé Lyonnais a elle-même été victime de quelques tentatives de fraude. Ensemble, on vous amène à la rencontre de ceux qui utilisent vos données personnelles pour s'en mettre plein les poches. Allô, Nadé. Hey, salut! Mon histoire, c'est assez commun. On entend souvent parler de victimes de vol d'identité, mais on entend presque jamais parler des fraudeurs. Les gens qui font ça, puis je voulais te parler pour essayer de comprendre un petit peu cet univers-là. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans l'univers de la fraude, là. Écoute, il y a tellement de types de fraude, tellement de types de fraudeurs. Puis ça prend une expertise spécifique pour chacune de ces fraudes-là. J'ai rencontré une fille, justement, elle, son rôle, c'était d'incarner les personnes dont les données ont été volées. Donc, c'est un peu comme une espèce de comédienne. Ça s'appelle une striker, puis apparemment, c'est la meilleure. Dans mon début d'adolescence, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui étaient, tu sais, un peu... C'était des jeunes bums, là, un peu. Puis tranquillement, pas vite, j'ai rencontré des gens qui étaient de plus en plus intenses, puis qui faisaient plus de tu sais, des choses de gangs de rue, justement. Fait que, tu sais, beaucoup de vols, des ventes de drogue. J'étais tout le temps à la recherche de quelque chose de plus intense, de plus... Tu sais, qui allait me faire vivre quelque chose parce que je ressentais rien. Je cherchais juste des émotions fortes, le plus possible. De l'adrénaline. J'ai commencé à danser. J'avais 16-17 ans. J'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait rentrer dans un bar mineur. Puis ça, là, ça a ouvert les portes à un tout autre monde pour moi. Mais à quel moment est-ce que tu as commencé à faire de la fraude à l'identité? J'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça. Puis lui, un peu, il roulait un espèce de network, si on veut, de fraude. Lui, il a vu quelque chose en moi que moi, j'avais pas remarqué, puis il a pris avantage de ça. Puis j'ai commencé à travailler pour lui. Je trouvais que je faisais pas assez, puis tout ça. Puis je me suis mis beaucoup plus financièrement dans le trou que je pensais. Puis il m'a prêté l'argent, mais c'était comme un peu un contrat. Donc c'est ça, ce gars-là, c'est un fraudeur. Ouais. Il voit que tu étais dans la merde, il dit « Ouais, pas de problème, je te prête du cash. Mais maintenant, tu lui en devais une. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Bien, au début, ça a commencé avec des téléphones. Fait que ce qu'on avait, c'est qu'on avait des cartes, des fausses pièces d'identité avec des vraies informations. T'avais des cartes, des pièces d'identité avec ta face à toi, mais avec d'autres noms dessus? Oui. OK, puis c'était des vrais noms, c'était des vrais... C'était vraies informations, comme les vraies adresses, tout ça, date de naissance, tout. Puis j'étudiais. J'étudiais genre en off-line, dans l'auto. Je regardais qu'est-ce que j'allais faire, c'est qui que j'étais cette journée-là. Tu peux apprendre combien d'identités par cœur? Par jour ou par comme... Ben, par jour. Par jour, en même temps, je dirais pas plus que 3-4, parce qu'à un moment donné, tu viens que tu te mélanges. Mais tu sais, sur une pièce d'identité, je peux sortir 15 téléphones facilement. Fait que tu sais, 3-4, c'est amplement suffisant par jour, là. T'as appris tes 3-4 identités pour la journée. Fait que tu fais juste aller de... Magasin en magasin, ouais. De magasin en magasin, tu rentres, tu donnes une pièce d'identité, comme si tu prenais un téléphone, là, comme de façon très normale. Quand tu dis que tu sors des téléphones, c'est que tu prends un forfait mobile qui vient avec un téléphone gratuit? Oui. Le but, c'était dans le fond d'aller dans tous les magasins de différentes compagnies. Fait que tu retournais pas à la même compagnie 2 fois parce que là, c'est comme t'es cave, là, tu cherches à te faire pogner.
Fait que c'était vraiment juste de frapper le plus de ces compagnies-là possible en une journée, puis sortir le plus de téléphones possible. Avec la même identité. Exactement. Qui n'était pas la tienne. Qui était pas la mienne. Quand tu dis que tu te brûlais le visage, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, que ton visage est sur des caméras, fait que veux pas, à un moment donné, ça peut revenir contre toi. On voit ton visage constamment sur des caméras, fait que les policiers, s'ils ouvrent une enquête ou peu importe, c'est ton visage qu'on voit en premier. C'est toi qui prends le risque pour la gang. Ouais. Fait que c'est sûr que le niveau d'adrénaline qui ressort de toi quand t'as fini une job, c'est quelque chose d'inexplicable. T'es sur un high d'adrénaline plus fort que si tu serais sur n'importe quel manège. Là, c'est pas le... C'est palpitant. C'est honnêtement palpitant. Puis de savoir que t'es capable de manipuler quelqu'un à ce point-là, de juste rentrer puis sortir comme si de rien n'était, ça devient un jeu. C'est dangereux, mais c'est un jeu. Tu faisais quoi avec les téléphones? On les après? vendait. On les vendait, fait que moi, je les donnais à mon boss, puis lui, il les vendait à quelqu'un qui les amenait dans d'autres pays qui sont sur différentes connexions. Fait que les téléphones ne seront jamais blacklist. Fait que direct, tu les prends, tu les fermes, tu les envoies à l'autre bord. Tu peux faire combien en une journée? Je pense que le plus que j'ai fait dans une journée, ça a monté à 3 000 $. Ce cache-là, il est-tu à toi? Non. Il est à qui? Il est à mon boss. Quand on parle de vol d'identité, on imagine souvent un pirate informatique là, dans la tête. Est-ce que c'est ça, le vol d'identité? Est-ce que c'est automatiquement un hacker derrière un ordinateur? Ça peut avoir un morceau qui pourrait être technique comme ça, mais généralement, c'est pas le cas. Généralement, c'est quelqu'un qui a accès à de l'information, qui part avec, et puis qui va le vendre, l'échanger, l'accumuler, pour éventuellement s'en servir pour faire un vol d'identité. Souvent, le vol d'identité, c'est des groupes qui sont très organisés, qui ont déjà mis en place les mécanismes requis pour assembler ces informations-là et faire quelque chose avec, faire le beau vol d'identité. J'ai rencontré un homme qui, depuis plus de 25 ans, est un témoin privilégié du monde de la fraude. Il connaît tous les trucs. De quelles informations on a besoin pour faire des fraudes à l'identité? One important thing is your full name, address, your telephone number, your date of birth. That will be it. Un nom, une adresse, puis une date de naissance, c'est assez pour faire une fraude. Bien, à certains endroits, oui. La guerre de protéger ma date de naissance, mon numéro social, là, le bateau est parti, ça fait longtemps. C'est de l'information qui a plus de valeur. Mon numéro social, il y a plein de monde qui le savent. Ma date de naissance, il y a une quantité fou de gens qui le savent. Comment est-ce qu'on aide les fraudeurs sans même le savoir? Social media like Facebook. You've given your date of birth and your age. So that's a very important information that you need to have. And then there are other sites like people.com and ancestral.com. Ancestral.com will give you the mother's maiden name. Peoples.com will give you everything you need to know about the person, especially people over 40 years. People collect information also from schools, Yellow Pages, all these sites together. You should be able to get enough information on anybody. La liste va être très longue si on prend le temps vraiment d'allumer puis de se rappeler de toutes les places qu'on a potentiellement passées et puis qu'on a laissé une trace comme ça. On va dire une trace numérique, là, mais on s'entend que c'est encore une fois le papier, une photocopie de ton permis de conduire. Sur des morceaux qui traînent à plein d'endroits. À chaque fois que tu as loué une voiture, tu as laissé toutes tes affaires. Toute ta vie privée a été donnée à cette entreprise-là. Si on va louer des outils, on va à un endroit qui loue des outils, pose toutes les mêmes questions. Ils vont avoir tout un profil qui traîne à quelque part, parce que c'est pas des endroits qui sont reconnus pour être sécuritaires. C'est pas ça leur métier. Et là-dessus, il y a mon nom, mon adresse, un numéro de carte de crédit. Ben oui. Pratique. Il y a pas mal tout. Quand j'étais policier au crime économique à la Sûreté du Québec, je vous dirais 87-88, déjà, on entendait parler du vol d'identité. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau, là. Mais non, ça a toujours existé, mais ce qui est différent, c'est qu'à l'époque, c'était manuscrit, c'était manuel, c'était avec des dactylos, c'était avec des photocopieuses. Mais avec les années, avec tout l'avènement de la technologie, le dactylo a été remplacé par un ordinateur, par une imprimante au laser.
Mais le but des fraudeurs, c'est le même objectif, c'est faire de l'argent aux dépens des autres personnes. C'est les moyens qui ont changé. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi les types de fraudes qu'on peut faire avec mes données? You can use it to obtain a credit card in your name and take out the money. You can transfer money from your account into another account. Yeah, you can use your information to get a mortgage from a bank. You can buy a plane ticket for somebody to use it to go somewhere else, to buy a car. And they can use it to pay bills. Combien d'argent on peut faire dans la fraude? You can make money between, say, $10 up to about $5 million easily. That's the range. To be able to succeed, you need have passion. And the passion would be what, money? Yeah, yes, the passion is money. They are driven by this. Où est-ce que vous faisiez ça? Un peu partout au Canada. Dans le fond, n'importe où que la carte était associée, c'est là qu'on allait. Fait que si j'avais des profils, admettons, de la Saskatchewan ou peu importe, bien, c'est là qu'on s'en allait. J'ai même déjà pris l'avion avec des fausses identités, des fausses pièces d'identité. C'est si facile que ça. Quand vous réussissiez un bon coup avec la gang, j'imagine que... C'était turn up. Ouais, on se pétait à la face, on riait. Comme je te dis, c'est un high, tu sais, fait que tout le monde est un peu sur le même high. Parce qu'on a tous fait la même chose. Tu sais, j'étais pas tout seul, là. On était 3-4 strikers ensemble avec mon boss, puis tu sais, lui, il célébrait pour nous, tu sais, c'était parce que c'est lui qui a gagné à la fin de la journée. Tu sais, lui, il se riait un peu dans sa barbe, tu sais. Pour lui, nous payer à souper puis aller faire le party, ça coûtait rien. Puis c'est là que j'ai trouvé un peu un sens de ce que ça voulait dire être une famille, que, tu sais, même si ils me ressemblent pas ou on partage pas le même sang, ces gens-là, à mes yeux, à moi, avaient plus intérêt à mon bonheur que mes propres parents. T'as fait ça pendant combien d'années, à peu près? Je te dirais environ 5 ans. Un petit peu moins, là, mais give or take. Puis t'estimes que t'as fait combien de cash en 5 ans? Je pourrais même pas dire. Qu'est-ce qui attire le monde vers la fraude? Dans le cas de Striker, c'était l'idée d'avoir une gang, d'avoir une famille. Écoute, c'est l'argent. Tout simplement, c'est l'argent, le mode de vie qui vient avec, c'est ce qu'on peut se procurer avec les profits. Le monde n'a pas l'air d'avoir peur de se vanter de la fraude sur les réseaux sociaux, sur Instagram. La raison pourquoi les gens font de la fraude, c'est pour pouvoir se payer cette vie-là, donc pourquoi pas la montrer. Moi, je connais un gars, Moto, qui est un gars qui a extrêmement bien réussi dans le domaine. D'ailleurs, tout le monde dans le domaine sait qui est Moto. Aujourd'hui, il a décidé de se réinventer, il est dans le rap, ça fonctionne super bien, mais il n'y a aucun complexe à parler de sa vie précédente. Même dans ses chansons, il en parle super ouvertement. OK, fait que dans ses chansons, il chante sur la fraude, il raconte ses techniques. Oui, bien attention, parce que quand on arrive à un niveau aussi élevé dans la fraude, c'est qu'on est extrêmement intelligent. Moto sait exactement ce qu'il peut divulguer puis ce qu'il peut pas divulguer. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as vraiment fait une première frappe? Ouais, je me rappelle la première frappe. Ouais. Je m'en rappelle, ouais. J'avais comme 12 ans, 13 ans. Mais c'est pour ça que j'ai eu mon nom Moto. C'était avec les téléphones Motorola. Le Razr venait de sortir dans ce temps-là. Quand j'ai vu, j'en avais plein. J'ai trouvé le téléphone beau. J'étais content de l'argent. J'ai dit, bon, je vais m'appeler Motorola. Puis, mon nom original, c'est Motorola. Qu'on a coupé à Moto. C'est trop loin, il y a trop de syllabes. Ouais. Fait que tes premières frappes, tu les as faites à 12-13 ans. Ouais. Tout a commencé à partir de là. J'ai vu l'image des rappeurs à la télévision, tout ça. Je suis en merde, comme... Ils vivent bien. Je viens d'un quartier défavorisé. J'habite dans un HLM. Comme vraiment, comme toute histoire cliché, il y a toujours un gars dans le HLM qui est toujours plein d'argent, qui vend de la drogue souvent, quelque chose qui, je sais pas ce qu'il fait, vraiment. Puis, je regardais ces gars-là, puis tu sais, t'idolises ces gens-là parce que t'es comme, merde, je suis là, puis
je sais pas ce que je vais faire. Puis lui, il est là, il fait plein d'argent. Puis quand on m'a parlé de la fraude, ça avait l'air plus technique, ça avait l'air plus moi. J'ai dit, bon, je vais m'essayer un peu là-dedans. Des beaux vêtements, paraître des belles filles, une voiture, des beaux condos. Et quand j'ai assez d'argent que je peux plus tenir dans une main, c'est là que j'ai dit, OK, I made it. Je suis fraudeur. Je pense que tu as généré combien? Généré combien? Ouais. Je peux même pas calculer ça. Comment j'ai généré... Chez Flash, je peux même pas savoir, mais j'ai généré beaucoup plus que la moyenne québécoise, au moins. Ça, c'est facile. Là. Plus tu spends, puis plus tu vis cette vie-là, plus tu as du succès dans ton travail. C'est sûr. Que les gens voient que tu es successful. Le plus de monde va venir le voir, puis qu'est-ce que tu as besoin, tu vas le trouver plus facilement. Parce que si les gens voient que tu fais pas d'argent, ils vont pas te parler, ils vont pas t'occuper. Ça va tellement loin, la possibilité, parce que tout est fraudable. Comme tu peux frauder le magasin, comme tu peux frauder une personne, tu peux frauder le gouvernement, tu peux frauder ta voisine. Est-ce qu'il y a des trucs en termes de valeur que tu voudrais jamais faire? Peut-être la façon qu'on m'a élevé, on m'a éduqué dans la fraude, il y a des fraudes que j'aurais pas faites. Exemple, voler une banque. Tu me dis ça, je veux dire, oui, ils sont déjà millionnaires, tu comprends? Évidemment, la plupart des types de fraudes à l'identité se font à l'insu de la personne. Mais certaines fraudes demandent la collaboration du principal concerné. C'est le cas des faux chèques, par exemple. J'ai rencontré un gars dont le travail était de recruter des volontaires pour cette fraude, justement. J'allais à la rencontre des gens pour leur convaincre de me passer leur carte. En partant déjà, la personne voit déjà comment je suis flashy. Et la personne est déjà attirée avec le matériel. Et c'est de là, c'est plus facile à aborder la personne par là. On demande à la personne de prêter sa carte de guichet et son numéro d'identification personnelle. On utilise ensuite son compte pour déposer des faux chèques et, en échange, on lui offre une partie de l'argent fraudé. L'argent que la personne va venir retirer dans ce processus-là, il vient de où? L'argent qu'on retire dans le processus, ça vient de faux chèques qu'on a introduits dans le compte. Et quand l'argent est disponible, c'est là que la personne va retirer. Et c'est pas une chose qu'on fait une fois par mois, c'est quelque chose de chaque jour. Et de chaque jour, tu peux faire 10 000 par jour, 20 000, 30 000, ça dépend. Ça fait 20 ans que j'entends parler que le crime de votre identité est le crime de l'avenir. Mais on est rendu dans l'avenir. Donc, il faut prendre le vol d'identité au sérieux à tous les niveaux. Aujourd'hui, là, on est rendu en 2020 et on peut aller dans un commerce, acheter des meubles avec 0 intérêt qui vont nous financer sur une carte de crédit 0 d'intérêt pour 1 an. Puis tu as juste un formulaire à remplir, puis il n'y a pas vraiment une vraie validation concrète, avec n'importe quel mécanisme. Là. On parlera d'identité numérique, toutes des affaires fancy, mais aujourd'hui, c'est niaiseux. Là. Aujourd'hui, tu remplis un formulaire, puis tu signes. C'est absurde qu'on soit encore là. Fait que les fraudeurs et puis le système de fraude, ça fait longtemps qu'il est là. Puis c'est un paradis pour eux. Ça évolue pas très vite. C'est bien trop facile. Les gens ils croient que la fraude, c'est l'argent facile parce qu'aujourd'hui, ils voient la personne et en moins 10 $ et le lendemain, ils voient la personne avec 10 000 $. C'est pour cela qu'ils pensent que c'est l'argent facile. Oh, il a gagné un bingo. Mais non, parce que la personne donne aussi son effort, il donne aussi son énergie. Donc. Tu vas te faire des millions et ça peut te rattraper le lendemain et tu recommences encore à zéro. Comme le gars qui vend de la drogue ou whatever, c'est parce que tu vends 2 morceaux de crack par jour que tu peux vivre ta vie avec. Comme le même gars qui fait une fraude par semaine, c'est pas que tu peux vivre ta vie avec. Comme, je connais plein de gens qui font de la fraude ou d'autres choses, puis ils font le même salaire qu'un travail legit. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon dans ce qu'il fait puis qu'il peut vivre bien, bref?
Être rusé, être rapide, intelligent. Faut que tu penses plus vite que la banque, ou plus vite que le victime, ou plus vite que la frappe. Faut toujours think ahead. Parce que les gens vont comprendre qu'il y a un gimmick quelque part, puis ça va freiner la frappe. Qu'est-ce que ça me prend comme qualité? Il y a des fraudes qu'on voit, ça match à personne. Celui avec les lunettes, qui va sur l'ordinateur, lui, c'est peut-être le hacker. Tu comprends, lui. Ils ont typiquement l'air de ça. Puis le gars qui va dans les magasins, glisser des cartes de volées, tu vois, lui, il sait comment parler à la caissière. Tout est vraiment quelle sorte de personne, puis quelle fraude qu'il fait, va matcher sa personnalité. Quand t'as l'audace, le reste en est après. Frauder, c'est vraiment une job À temps plein. À temps plein. C'est même plus, je dirais même que c'est plus qu'un job à temps plein. C'est ta vie. Tu vis ça. À tous les jours, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, ça coûte cher. Ça coûte cher? Comment ça coûte cher? Ben, dans le fond, il faut que tu achètes les informations, déjà de un. Après ça, il faut que tu fasses faire des pièces d'identité. Il faut que tu fasses faire les photos pour la personne. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui est dispendieux parce que c'est un marché. Pour obtenir des données personnelles, il y a plein de moyens. L'hameçonnage par téléphone, par courriel ou le piratage de banques de données. Mais une fois volées, où se retrouvent nos informations personnelles? There are sites who sell people's personal information, and they sell it. They sell it to bigger sites. There's a demand for this because it's a very lucrative business. And people who will buy this information will not even be people living in the same country. Une fois qu'une donnée a coulé, une fois qu'il y a eu une fuite, qu'elle se retrouve entre les mains d'on ne sait plus trop qui, est-ce qu'il y a une date d'expiration à cette donnée-là? Bien, c'est ça qui frustre les gens en sécurité le plus, parce qu'on met l'emphase à mauvais endroit. Fait qu'on va dire qu'un mot de passe, hyper critique. Un numéro de carte de crédit, c'est hyper critique. C'est pas vrai. On peut les changer, ces morceaux-là. Le nom de jeune fille de ma mère, ma date de naissance, numéro de sécurité sociale, je vais mourir avec. Fait qu'une fois qu'il y a eu une fuite, après ça, c'est fini. Les fraudeurs travaillent en réseau et tout ce système repose sur une loi non écrite, la loi du silence. J'en ai discuté avec un ex-fraudeur qui a fait beaucoup d'argent en s'attaquant à des guichets automatiques. Le moins que tout le monde en sait sur le rôle des autres, le mieux c'est pour tout le monde. C'est pour ça que la plupart du temps, entre les différents niveaux, tu connais pas les noms des gens avec qui tu travailles, tu connais pas dans quel pays ils sont. Le moins t'en sais, le mieux. Qu'est-ce qu'on t'a offert de faire exactement? Frapper des ATM. Frapper. Donc, vous frappiez des guichets automatiques. On les frappe pas avec un marteau pour faire sortir l'argent, mais on les frappe, ça veut dire que dans le fond, on fraude les ATM. Il y a quelqu'un à quelque part qui fait des listes d'informations. Si les informations-là sont envoyées à quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle les met sur des cartes. Ces cartes-là, elles arrivent dans mes mains. Moi, ma job, c'est de sortir l'argent qu'il y a dans ces cartes-là. On me fournissait un nombre X de cartes avec les informations de personnes déjà encryptées dans la carte. Puis moi, je partais avec ces cartes-là, je correspondais au NIP, j'allais au guichet automatique, puis je sortais l'argent qui était dans le compte. Donc, toi, tu partais avec une pile de cartes de débit sur laquelle on avait encodé les informations volées? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toujours au même endroit ou tu te promènes pour faire ça? Ben, si tu le fais toujours au même endroit, je te donne une semaine. Puis c'est sûr que tu te fais attraper. Fait que non, c'est clair que les opérations doivent se passer dans différentes villes, dans différents pays. C'est une base dans une ville X, puis tout le monde va dans cette ville-là. Chaque
chaque gars 5 piles de cartes à frapper. Puis tu pars sur des runs, tu frappes tes cartes, tu reviens à la base. Il y a un autre badge de cartes qui t'attend, tu repars, tu frappes celui-là. Des fois, tu prends des petits breaks pour manger. Puis, ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer 1 mois. Une frappe peut durer 1 mois. Ben oui, jusqu'à temps que la liste soit finie. Donc, en 1 mois, c'est des dizaines de milliers de cartes, là. Ben oui. Ça peut ressembler à quoi le montant que tu retires au total dans une journée? Si tu fais 50 cartes dans une journée, puis que, je sais pas, la personne moyenne dans son compte, elle a combien d'argent, tu penses? 1 000 $. Mettons que c'est 1 000 fois 50 cartes, ça va faire 50 000 piastres En une journée. en une journée. Et ça, c'est juste toi, parce qu'il y a d'autres personnes en même temps que toi qui font ça. Vraiment, il faut du cash, là. Qu'est-ce que tu faisais avec ton cash? J'ai aucune idée. Je pourrais même pas te dire qu'est-ce que t'as avec cet argent-là. Tu le sais, qu'est-ce que tu fais, c'est pas straight. Fait que l'argent que tu gagnes, c'est aussi très difficile à investir comme argent. C'est difficile à déclarer, c'est vraiment de l'argent, c'est un peu comme de l'argent de Monopoly, là. Mes parents me disaient souvent « argent vite gagné est argent vite dépensé ». Quand tu n'as aucun attachement à rien, tu n'as aucune association à rien, cet argent-là vaut rien. Il y a des gens qui sont très intelligents puis qui vont l'économiser, puis ci, puis ça. Mais quand tu es dans un état d'esprit comme que moi j'étais, où tu n'as aucun attachement à la vie, tu le dépenses dans des niaiseries, de l'argent, tu le flottes. Ce qui est fascinant avec la fraude, en fait, c'est que quand c'est bien fait, c'est un crime qui est complètement invisible. Il n'y a pas de standard de ce à quoi un fraudeur ressemble. Puis toi, tu pourrais être au magasin en train d'acheter quelque chose. La personne en face de toi est en train de payer son achat avec une carte qui a tes informations personnelles dessus. Ben, plus que ça, ça pourrait être ton collègue de travail avec qui tu manges à tous les jours qui vole des données sur les clients pour les revendre à un réseau de fraudeurs. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur de certaines compagnies qui vont vendre vos informations personnelles. Dans quel genre de compagnie est-ce que ça arrive, ça? Internet renting companies, TV rentals, cables, banks. A company like Hydro-Québec is very loose. Revenue Quebec, any company that collects data on you is very likely that there's somebody inside who will sell the information. They could be paid about $100 for 10 personal informations. Qu'est-ce qui peut pousser un individu qui travaille pour une banque à sortir soudainement des informations? Ça peut être une situation personnelle. La personne est malheureuse, elle n'est pas contente de sa situation. Il y a une promotion que la personne n'a pas eue. Donc, pour se venger d'une certaine manière, vous avez également des fois des problèmes personnels, des problèmes de boissons ou de stupéfiants qui peuvent faire qu'une personne, un employé, va changer, va devenir délinquant dans le fond et faire des vols d'identité. Le membre du crime organisé qui sait que quelqu'un qui consomme, qui achète des stupéfiants est dans une banque, ou ça peut être une grosse institution, ça peut être IBM ou une grosse compagnie. À ce moment-là, ce qu'il va dire, il va accumuler la dette. Il va dire « paye-moi pas tout de suite, paye-moi pas ».
À un moment donné, quand la dette doit être élevée, on va dire, bien, au lieu de me payer, sors-moi de l'information. Puis c'est comme si l'individu n'aurait pas le choix parce qu'ils vont mettre la pression. On peut facilement avoir de 4 à 10 cas de taupe par année au niveau des institutions financières, au niveau des banques. C'est pas beaucoup si on compare à l'ensemble des fraudes qu'ils peuvent avoir dans une banque ou une institution financière. Mais étant donné le dommage qu'une taupe peut faire, je considère que c'est beaucoup et c'est problématique. Regardez les articles de journaux, les grosses fraudes qui se passent, les gros vols d'identité qui se passent. Souvent, on se rend compte de quoi? Que c'était quelqu'un à l'intérieur qui avait accès aux informations. Donc, c'était pas une attaque extérieure par un hacker, c'était à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est si dommageable, les taupes. Au cours des dernières années, plusieurs institutions financières ont subi des vols de données. Capital One, TD Canada Trust, la Banque nationale ne sont que quelques exemples. En 2019, on apprenait que tous les membres de Desjardins, soit 4,2 millions de personnes, se sont fait voler leurs données par un employé, une taupe. Comment un seul employé a pu vendre, parce qu'on présume qu'il vendait, n'est-ce pas, a pu vendre autant d'informations sur autant de membres? Tu sais, je connais plusieurs dossiers de vol d'identité, des dossiers avec des taupes, mais ce dossier-là, par l'envergure, par le nombre de personnes qui sont touchées, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment, pour une institution, dans ce cas-là, Desjardins, c'est vraiment problématique et ça nuit à l'image de l'entreprise. Pour les clients d'une entreprise ou d'une banque, savoir qu'il y a des informations, leurs informations ont été volées, à ce moment-là, ça fait un bris de confiance envers l'institution, envers Desjardins, mais pas juste envers Desjardins. Desjardins a été victime, mais dans 6 mois, dans 1 an, ça peut être une autre institution. Les entreprises touchées par une fuite de données offrent parfois à leurs clients un service de surveillance par des agences de crédit. Mais est-ce réellement efficace? Le mouvement Desjardins augmente la protection accordée à tous ses clients qui ont été touchés par un vol de renseignements personnels de très grande envergure. Et Naïla, les clients se feront offrir 5 ans de service de surveillance. Avec la fuite de Desjardins, avec la fuite de Capital One, avec d'autres fuites aussi par le passé, souvent on voit les entreprises touchées avoir le réflexe d'offrir une protection, une protection Equifax, la protection TransUnion. Est-ce que c'est un véritable remède, ça? Bien, ça, c'est plus c'est pour avoir une image qu'on fait quelque chose. Il faut comprendre que c'est vraiment, présentement, quasiment tout le monde là, la fameuse protection, parce qu'il y a eu tellement de fuites. Fait que la prochaine fuite, dans 3 mois, je ne sais pas ce qu'ils vont nous offrir, parce que s'ils nous offrent encore de la protection Equifax, bien, on l'a déjà, ça ne donne pas grand-chose. Les gens, ils pensent qu'à cause qu'on se fait offrir, disons, Equifax, dans le contexte de Desjardins, tout va être correct, je vais être alerté. Le hic là-dedans, c'est qu'il y en a d'autres bureaux de crédit. Fait qu'il y a TransUnion, etc., puis les autres qui finissent par communiquer ensemble. Mais si quelqu'un s'en va ouvrir un compte de banque dans une autre banque qui ne fait pas affaire Equifax, bien, ça va prendre 30 jours, 60 jours peut-être avant que l'alerte finalement fait surface. Monsieur, madame, tout le monde ne comprend pas ça. Mais quand le PDG de l'entreprise vous dit « faites-vous-en pas, on prend ça en charge », puis c'est des mots de même qu'ils ont utilisés, là. Ils ont vraiment dit « on prend ça en charge, on va vous offrir de la protection, on a une équipe qui va faire le suivi avec vous ». C'est inspirant, on se sent à l'aise, mais la réalité, c'est que ça va quand même se produire. Tu vas avoir une alerte qui te dit que ça s'est produit. Puis après ça, c'est toi qui va falloir qu'il fait le ménage dans ton dossier de crédit. Peut-être avec de l'aide, mais ça va quand même être 6 mois, 1 an avant que tu aies fait le ménage. C'est ça la beauté d'Equifax puis toutes ces affaires-là. Là. Tu rentres les informations de la personne, puis tu ressors avec le crédit de la personne. Puis la personne n'a aucune idée parce que ça fait aucun entachement sur sa cote. Attends, t'es en train de me dire que vous utilisez Equifax? Ah oui, Equifax, Credit Karma, peu importe, n'importe quoi où je peux entrer ton nom, ta date de naissance, ton numéro d'assurance sociale, ça me donne ta cote de crédit. Et là, tu sais si je suis une bonne cible ou non. Exactement. Donc, tu utilises les agences de crédit pour trouver les meilleures cibles? Ouais.
Quand on sait qu'en 2017, l'agence de crédit Equifax s'est fait voler les données de 143 millions de clients, comment un citoyen ordinaire peut espérer se protéger contre la fraude à l'identité? On dit souvent aux gens, protégez-vous. Faites attention à vos mots de passe. Déchiquetez vos documents personnels. On réalise-tu que ça règle peut-être 1 % des cas de problèmes d'identité? Parce que faut quelqu'un fouille dans tes vidanges pour retrouver tes documents. Fait que c'est ça ta job, là. Faut t'en passer beaucoup des sacs de vidange pour éventuellement trouver un dossier d'une personne. Fait que tu vas crever de faim, là. Je dis à ma mère, disons, protège-toi, protège tes données. Ben, ça fait dire quoi, ça? Fait que chaque fois qu'un politicien va dire ça, ou donc quelqu'un va dire ça à un journaliste, ben c'est sûr que les gens en cybersécurité, nous autres, on n'aime pas ça. On dit, ben c'est bien con de dire ça. Tu sais, c'est protège-toi. Ben oui, comment je fais ça, me protéger? Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la fraude, puis pour se protéger, ce qu'ils font, c'est qu'ils évitent de faire des transactions bancaires en ligne. Est-ce qu'ils ont raison d'adopter cette pratique-là? If you don't do an online banking and you have an account, you leave your account virgin. So somebody can come in and raid the account. So the account is totally taken over by them. What you're saying basically is that if I don't set it up for myself, somebody will set it for you. Une fois que les données personnelles ont été volées, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire avec, là. Ben oui, puis c'est ça qui fait la force des fraudeurs, en fait, c'est qu'ils trouvent des nouvelles techniques à chaque fois. Après, c'est sûr que tu peux acheter un téléphone à 200$ en ligne ou tu peux ouvrir une marge de crédit. Mais plus c'est payant, plus c'est risqué. Mais toi, c'est quoi la fraude la plus risquée que tu as faite? J'ai fait beaucoup de faux comptes de banque. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait des comptes de banque à un nom de quelqu'un d'autre, puis on ouvrait des marges de crédit de 25, 30, 40, 50 000 sur leur nom. Puis après ça, le trip, c'était de sortir le plus d'argent possible du compte sans se faire pogner. C'est pas quelque chose qui se fait en une journée. C'est quelque chose qui prend quelques semaines à faire. Comment tu te construisais un personnage avant d'aller dans une banque? Bien, je faisais le plus de recherches possible sur la personne au niveau Internet. Fait que ce soit Facebook, Instagram, peu importe, Google. Je regardais aussi, des fois, souvent, on avait les posts de la personne avec comme leur job. C'est facile d'aller en ligne sur LinkedIn, des choses comme ça, puis trouver des informations. Dès que j'ai ta carte avec tes informations, je vais chez Revenu Québec, puis je demande ton historique complet de crédit. J'ai toutes tes informations. Le nombre de chars que tu as eu, quel genre de char que tu as eu, maison, appartement, peu importe, toutes tes informations, ils les donnent. Tu rentrais dans les bureaux de Revenu Québec? Oui. Avec une pièce d'identité. Pour ressortir avec... plus d'informations. Dans le fond, tu ouvres le compte de banque en premier. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est relativement relax. Peut-être 2-3 jours plus tard, tu vas dans une différente banque, tu fais une marge de crédit. Puis après ça, c'est tout le temps de revenir parce que là, ils vont te rappeler à plusieurs reprises pour prendre des informations ou ta signature ou peu importe. Fait que c'est vraiment de retourner puis de se souvenir de ce que tu as dit puis tout ça. Puis j'imagine qu'à chaque fois que tu y retournes, le stress est plus élevé. À chaque fois. À chaque fois. Jusqu'à temps que tu aies de l'argent dans tes mains, le niveau de stress augmente de plus en plus. C'est insane. Parce que le risque de te faire prendre augmente. Il est de plus en plus haut. C'est du travail, là. C'est de la job. Je pouvais rentrer faire 4-5 différents comptes de banque dans une journée. Puis sur les 4-5, il y en a peut-être un qui va fonctionner, if that. C'est de la job. Puis comment tu te sens quand tu ressors de la banque avec le cash dans les mains? Je peux même pas décrire. Honnêtement, c'est comme gagner au million. C'est comme gagner au Lotomax. C'est pas descriptible. Tu viens de gagner. C'est vraiment un high. J'ai jamais rencontré aucune autre drogue qui peut te faire ça. C'est quoi le plus gros montant d'argent liquide que tu as eu dans tes mains en sortant d'une banque? 25 000. 25 000 que la banque t'a donné? Oui. Sans poser de questions? Bien, sans poser de questions. C'est pas... Oui, il y a eu des questions, là, mais c'est justement est-ce que tu es capable de jouer le jeu? Des fraudeurs peuvent donc commander des cartes de crédit, vider des guichets automatiques et même ouvrir des marges de crédit en notre nom. Avec les moyens dont disposent les banques, comment ça se fait que ce type de fraude soit encore possible?
Bien, il faut qu'il y ait un motivateur pour changer ça. C'est de la gestion de risque. Fait que les banques ont toujours eu des pertes. Ça peut être quelqu'un qui est un mauvais payeur. On lui a donné trop de crédit qu'on n'aurait pas dû. Mais il faut comprendre que sur la masse, là, la banque est là pour en donner du crédit. Ils sont là pour collecter des taux d'intérêt qui sont des fois absurdes. Fait que c'est beaucoup plus rentable de donner du crédit en grande quantité et puis d'absorber certaines pertes. Rattaché à la fraude. Rattaché à la fraude. Puis si tu donnes une carte de crédit à la mauvaise personne, bien, puis c'est un cas sur 10, bien, les 9 autres, là, ils supportent grandement le fameux quelques milliers de dollars que tu as peut-être perdu sur la fraude avec le taux d'intérêt absurde qu'ils chargent aux 9 autres. Dans le fond, c'est pratiquement les banques qui créent toute une économie qui permettent aux fraudeurs de faire du cash. C'est de la façon que c'est présentement monté. C'est facile de faire de la fraude. Et puis, c'est sûr que les banques contribuent à ça. Là. Ils contribuent pas de quoi à régler le problème. Ça coûterait plus cher de régler ce problème-là que d'assumer les pertes. Oui. Parce que les pertes aujourd'hui sont assumées, puis ça devient un crédit d'impôt, quasiment. Fait que ça touche pas vraiment leur chiffre d'affaires. Là. The person doesn't lose money. The person gets his money back. The bank gets his money back from the insurance. The insurance gets its money back from raising taxes for the government. So bottom line, nobody loses. So it's not a deterrent for the banks to run after somebody who's just taking $1,000 from Amazon. It doesn't make sense. Unless the money is about from 50,000, it makes sense to the bank now to go and spend about 10,000 to try and stop that. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu te plantes dans ton rôle à l'intérieur de la banque, que tu dises quelque chose qui n'est pas d'allure, que... Oui. Oui, vers la fin. La dernière fois, là, c'est là que ça m'a pété en pleine face. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà ouvert la marge de crédit, j'avais été acceptée, puis là, je m'en allais signer les papiers pour pouvoir recevoir l'argent. Fait que là, c'était comme, tu sais, la dernière étape avant l'argent. Quand je suis rentrée cette journée-là, la tension était palpable. Comme j'aurais pu la couper avec un couteau. L'air était saisi. Je me suis assise, puis j'arrêtais pas de me dire « faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille ». Puis il y a l'autre partie de moi qui était « non, va-t'en pas, va-t'en pas ». Fait que j'étais comme « je peux pas me sauver », puis tout, ça va avoir été des mois de travail pour rien. Je pense que j'étais prête à me faire pincer à ce point-là, j'étais prête à arrêter, j'étais tannée. Fait que j'ai trop ramené à moi ma vraie vie. Puis j'ai comme complètement dévié de ce que cette personne-là était. Puis ça a été trop facile de rentrer en contact avec la vraie personne, puis justement d'exposer un peu ce qu'on faisait. Finalement, les policiers sont rentrés, puis là, j'étais comme « OK, c'est officiel ». Je me suis relativement bien sortie, dans le sens que j'ai eu une promesse de comparution. Est-ce que tu as fait de la prison? Oui. Oui. J'ai fait du house arrest, j'ai fait des travaux communautaires, j'ai fait beaucoup de choses. C'était pour une fraude de combien que tu as été arrêté? C'était une tentative de 50 000. Fait que c'est pas une fraude, c'est comme une tentative. C'est moins grave, j'imagine. Ben, c'est pas que c'est... Ben oui, c'est moins grave au niveau de la charge en tant que telle. C'est juste parce que, veut pas, on vit dans un système où on peut s'en sortir avec des technical difficulties comme ça. Fait que justement, là, c'était au niveau technique. Est-ce qu'on la charge avec de la fraude ou une tentative de fraude? C'est une tentative de fraude parce que j'avais poursu l'argent. Là, s'il aurait attendu, mettons, une semaine de plus, puis qu'il aurait juste attendu que j'ai l'argent dans les mains, mais là, j'aurais fait beaucoup plus de temps. Là. Ça aurait été une charge beaucoup plus sérieuse. Les cas de fraude à l'identité se multiplient au Québec. On en vient à se demander si ça représente une priorité pour la police. Mon expérience me fait dire que les fraudes, ce n'est pas une priorité pour les corps policiers. Il y a plusieurs années, on avait beaucoup de hold-up à Montréal, au Québec. Aujourd'hui, quelqu'un va faire un hold-up et il va partir avec 700 pièces.
Puis s'il se fait prendre, il va avoir une grosse sentence de prison. Mais quelqu'un va arriver avec un faux chèque, une faute de carte de crédit. Il peut aller chercher des milliers de dollars de gains. Puis il y aura pas... S'il se fait prendre, il n'y aura pas une grosse sentence. Mais souvent, il ne se fera même pas prendre. Si le criminel, il pense qu'il va s'en sortir, c'est bien plus intéressant de commettre des fraudes que des crimes plus violents, parce qu'il y a des chances de ne pas se faire prendre. Puis s'il se fait prendre, il n'y aura pas une grosse sentence. Puis toi, ça t'est-tu déjà arrivé de devoir payer pour des erreurs? C'est ça. Yeah. Plusieurs fois. On m'a accusé pour des affaires que moi, je sais pas quoi qui parle. On m'a accusé pour une couple d'affaires, mais comme un homme, j'ai pris mes responsabilités, j'ai pris mes sentences. C'est ça. Ah, c'était une vie trop stressante. Tu marchais dans la rue, c'était comme wesh. Tu savais pas ce qui allait arriver aussi. Qu'on t'arrête, qu'on t'arrête devant tout le monde, que t'es fait humilier devant tout le monde. Aux États-Unis, pour des fraudes, vous pouvez avoir des sentences de prison de plusieurs années. Ici, vous allez avoir des fois des sentences suspendues ou quelques mois de prison. C'est très différent. Pourquoi est-ce que c'est pas pris plus au sérieux que ça, la fraude? Parce que c'est un crime sans violence. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui attire l'attention? Le meurtre, les agressions sexuelles, les crimes crapuleux, les stupéfiants. Mais parler à une victime du vol d'identité, quelqu'un qui s'est fait usurper son identité, qui ont vidé son compte de banque, qui ont fait des achats avec des cartes de crédit à son nom, les conséquences sont quand même graves. Quand je me suis fait voler mon identité, j'ai pas porté plainte à la police. Et je suis pas le seul. Pour avoir une idée de la quantité et l'impact de la fraude, il faut que les gens portent plainte. Au moment où le corps de police ou le chef de police va demander ses budgets, il se fie sur quoi, le chef de police? Il va se fier sur les plaintes, la criminalité qui est rapportée. Au niveau de la fraude, si les crimes ne sont pas rapportés, il va arriver, il va dire, mais pourquoi je mettrais plus de policiers au niveau des enquêtes de fraude, alors que, dans le fond, le nombre est limité? Dans ce sens-là, c'est important de rapporter. Historiquement, la fraude a longtemps été considérée comme un crime qui a des conséquences strictement financières. Aujourd'hui, les fraudeurs sont encore sous l'impression qu'il n'y a pas de réelles victimes à leurs actions. Quand il y a une fraude qui est commise avec des données volées, c'est qui la victime? Bien, la victime, c'est toujours la personne qui s'est fait voler son identité, finalement. Des fois, on va penser que c'est la banque. Oui, ils ont peut-être perdu de l'argent, mais la pauvre personne, là, que pendant 6 mois, 1 an, il faut qu'il fasse le ménage là-dedans. Puis si c'était le temps de renouveler son hypothèque, son score est tout bousillé. Puis là, il va payer un plus haut taux sur son hypothèque parce qu'il fallait qu'il renouvelle dans ces mois-là. Puis son dossier de crédit était tout croche, finalement. Cette personne-là, il n'y a pas personne qui va avoir de la grosse sympathie pour, là. Est-ce que tu pensais des fois aux gens... Non. Dont tu volais l'identité? Non. Non, ça, c'est pas venu avant-après, quand j'ai vraiment pris plus de maturité. J'ai commencé à comprendre un peu ça voulait dire quoi, un crédit. C'est là que ça m'a comme un peu plus frappé. Puis, tu sais, je te dirais que je me suis sentie très coupable à ce moment-là parce que je me suis dit, j'ai ruiné la vie de quelqu'un pour aucune raison, tu sais. Dans ta tête, c'était qui tu volais? Dans ma tête, c'était les banques que je volais. Parce que moi, on m'avait dit, ou tu sais, comme un peu l'histoire qu'on m'avait racontée, c'était que quand tu te fais faire un vol d'identité, mais après ça, tu sais, ils te remboursent, puis il n'y a pas de problème. Puis la réalité des faits, c'est que c'est pas ça. C'est qu'après ça, cette personne-là est entachée à vie avec un flag dans son dossier qui dit cette personne-là a été fraudée. Donc, tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent s'identifier de façon, tu sais, comme multiple. Puis c'est juste beaucoup plus de travail que, tu sais, juste aller justement au magasin et prendre un téléphone comme une personne normale. J'ai comme enlevé cette possibilité-là à quelqu'un. Puis ça, c'est bizarre à dire, là, mais c'est chiant. Aujourd'hui, tu gagnes moins bien ta vie qu'à l'époque que tu étais striker. Ouais. Ouais, mais j'aime ce que je fais. Fait que t'as pas le goût de recommencer? Non. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai pas envie de redevenir cette personne-là. D'avoir aucun attachement à la vie, d'avoir aucun attachement à moi-même. J'ai travaillé trop fort. Puis j'ai mis trop d'efforts à vraiment faire un changement dans ma propre vie. Puis j'ai une raison de vivre maintenant. Puis ça, j'échangerais pas ça pour le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une façon
que quelqu'un peut éviter de se faire frauder? C'est impossible. Il y a toujours une fuite, il y a toujours une faille, il y a toujours un truc. Il y a toujours un module, il y a toujours quelque chose pour avoir quelque chose de quelqu'un. Un algorithme, un tout. Alors, pour de vrai, autant qu'on vit dans ce monde de cyber, comme d'ordinateur et tout ça, nobody's safe. Nos données personnelles sont subtilisées, vendues, achetées et exploitées de toutes sortes de façons et parfois sous nos yeux. C'est un crime qui est de plus en plus répandu, qui est très payant et peu puni. Personne n'est à l'abri. Quand changer son mot de passe ne suffit plus, il faut changer le système.